Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur 100% Marché, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et boursière. Aujourd'hui, m'accompagne Rémi Lebailly, rédacteur en chef chez Investir. Bonjour Mathieu. Bonjour Et bonjour Laurent Albi, président de l'AFAT. Bonjour Mathieu, bonjour Rémi, bonjour à tous. Rémi nous proposera une analyse macroéconomique de ce qui s'est passé la semaine passée et ce qui se passera cette semaine, tandis que Laurent nous proposera une analyse technique de 5 titres aujourd'hui. Nous allons commencer sans plus attendre avec la première rubrique de l'émission, c'est le bilan de la semaine. Alors, un bilan de la semaine qui voit rouge. Tout d'abord, une baisse sur le CAC la semaine dernière. Oui, pas n'importe quelle baisse. Depuis plusieurs semaines, on parlait finalement d'une volatilité assez faible sur le CAC 40 avec des variations quotidiennes qui étaient entre 0 et 1,5%. Là, on a eu une vraie variation. Jeudi, il y a eu une séance à moins 1,88%. On n'avait pas vu ça depuis un an. Et sur la semaine, ça donne tout simplement la plus mauvaise semaine à la bourse depuis, alors là, ça fait un peu moins d'un an, mais ça fait tout de même depuis novembre 2016 pour la bourse de Paris. Alors, ça donne moins 2,76% et ça a bien sûr écrêté la hausse semestrielle puisque le semestre reste positif, on en parlera tout à l'heure, mais il est nettement moins positif qu'avant puisqu'on fait du plus 5,31% seulement sur le semestre alors qu'à une époque on dépassait les 10%. Alors, comment expliquer cette semaine médiocre sur le marché? Il y a plusieurs éléments, même si aucun n'est vraiment sans doute déterminant. Il y a la forte remontée de l'euro, on va en parler là aussi dans quelques instants. Lors du forum annuel de la BCE à Sintra, Mario Draghi a indiqué, je lis, les forces déflationnistes ont été remplacées par des forces inflationnistes, et ça, le marché l'a tout de suite interprété comme un facteur de début de la fin du processus de quantitative easing en Europe, donc de ce qu'on appelle le tapering, et ça a tout de suite provoqué une hausse de l'euro face au dollar. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a toujours ce yo-yo sur le pétrole qui continue, même si là, le pétrole a plutôt remonté. Et enfin, dernier point qui peut expliquer la nervosité de la bourse de Paris, c'est les technologiques américaines qui, depuis quelques semaines, deviennent plus fragiles, plus hésitantes. Donc voilà un petit peu tout ce qui a pu peser sur le CAC 40 pour aboutir à sa plus mauvaise semaine depuis novembre 2016. Justement, Laurent, donc la plus mauvaise semaine, comme disait Rémi, depuis novembre 2016. Que nous disent les charts du CAC? Alors, le graphique du CAC 40 nous donne toujours la même information. Nous sommes en consolidation. J'ai tracé sur le graphique ce petit canal baissier pour vous montrer que cette consolidation, cette correction, elle est contenue, elle reste peu volatile, même si c'est vrai, comme Rémi l'a souligné, qu'on a eu une journée un petit peu particulière dernièrement, vous le voyez, avec cette bougie noire très importante. Alors, malgré tout, vous le voyez que même si c'était une journée très baissière, elle n'a pas été en mesure de casser ce canal et qu'on est toujours à l'intérieur. La semaine dernière, rappelez-vous, on a proposé de vendre le CAC 40 selon le principe qu'on était en consolidation et que par conséquent on était très proche de la résistance, que le risque était peu élevé et que par conséquent on jouait ce canal et qu'on prenait donc une direction vers le bas du canal. Et bien voilà, cette semaine on est sur le bas du canal et maintenant on va conserver la même stratégie mais à l'envers, c'est-à-dire qu'on conserve cette lecture en consolidation et on va donc prendre un produit qui va a priori accompagner la remontée du CAC 40 vers où? Eh bien vers la borne haute du canal qui se situe, vous le voyez ici, vers les 5300 points avec un palier intermédiaire à 5250 points. Donc on a un CAC 40 qui reste toujours peu directionnel et on adopte donc par conséquent une stratégie de range pour jouer donc ce mouvement qui pourrait retourner à la hausse vers ce niveau. Donc dans ce contexte technique avec peu de direction, on a choisi malgré tout un turbo call
pour anticiper ce rebond, avec encore une fois une barrière désactivante très proche, puisqu'elle est à 5100 points, donc très près des cours actuels, un turbo call donc de code TY74B. J'ai une petite question, ce canal il est tout de même descendant, donc il va bientôt se rapprocher de la résistance, donc est-ce que ça ne risque pas de poser un problème d'ici quelques semaines? Eh bien, Rémi, vous venez de gagner votre galon de fin analyste technique, parce que c'est vrai. Merci, c'était mon rêve. Voilà. On arrive au bout de la consolidation, oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut qu'on reparte. Alors, ce canal, il approche de ce gap haussier ouvert après donc, le premier tour de l'élection française avec donc, Emmanuel Macron qui était qualifié. Et donc, il ne faut pas qu'on comble ce gap, il faudrait qu'on réagisse maintenant rapidement. Alors, on a peut-être des éléments qui vont aider ce CAC 40 à rebondir, on va peut-être en parler tout à l'heure, Rémi va peut-être nous en dire un mot. On a quand même les chiffres de l'emploi à la fin de la semaine aux États-Unis, et puis on a les trimestriels qui arrivent la semaine prochaine aux États-Unis. Si les résultats sont bons, ça peut peut-être servir de catalyseur pour avoir un petit rallye au mois de juillet. Merci Rémi, merci Laurent. Donc effectivement un turbo call de code TY74B qui permettrait donc de profiter d'une hausse du CAC 40. Ce produit a une barrière désactivante à 5100 points et un effet de levier très élevé puisqu'il se trouve à 45. Vous pouviez acheter ce produit ce matin à 1,01 €, prix unitaire. On continue le bilan de la semaine avec donc ce qu'il se passe outre-Atlantique chez nos amis américains. Eh bien, le marché américain, lui, il a nettement mieux résisté que Paris, puisque le S&P 500, il a baissé sur la semaine, mais de 0,60%, c'est-à-dire vraiment faiblement. Et on constate qu'hier soir, il s'est rapproché de ses plus hauts historiques. Donc, on a toujours un marché américain qui est tout de même au zénith. Alors, c'est vrai pour les indices généraux, le S&P 500, le Dow Jones. C'est moins vrai pour le Nasdaq, je l'ai dit tout à l'heure, qui commence à être nerveux avec les grandes technologiques, les fameuses GAFA, que l'on peut étendre avec un N Netflix ou un M Microsoft, mais donc ces valeurs qui commencent à avoir des séances assez difficiles, assez nerveuses. Et effectivement, la semaine dernière, le Nasdaq a perdu 2%, et hier, il était à nouveau plus nerveux que le S&P 500. Donc une petite dichotomie dans le marché américain, avec parallèlement tout de même des indices macroéconomiques qui restent plutôt bons, puisque l'économie américaine est sur un rythme de croissance actuellement de 3% en annualisé, ce qui est assez soutenu. Merci Rémi. Laurent, un mot sur le S&P. Oui, alors le S&P qui est robuste, un S&P qui est pénalisé par les valeurs technologiques, mais qui est soutenu par les valeurs bancaires. C'est ce qui explique qu'en fait, il est toujours au-dessus de son support et qu'il est sans direction. À noter que le Dow Jones, hier, en séance, a fait un nouveau plus haut historique. Donc, on est quand même sur des marchés américains qui tiennent le choc. Alors, il y a deux façons d'appréhender ce qui est en train de se passer sur les marchés américains. Il y a même trois façons. La première, c'est il n'y a pas de direction, je reste à l'extérieur, j'attends les chiffres de l'emploi, j'attends les résultats trimestriels et on verra bien si les résultats sont bons, ce qui est escompté. Eh bien, on aura une reprise de tendance sur le S&P et j'ai tout mon temps pour revenir. Deuxième scénario, on considère que ce qui est en train de se passer, c'est un trading range qui est taupish, c'est-à-dire qu'on voit bien l'incapacité des opérateurs à pousser les prix plus haut et par conséquent, on commence à construire à contre-tendance une position vendeuse. Et puis le troisième scénario, c'est de se dire on est dans une tendance haussière, on est sur un marché qui ne monte pas mais qui ne baisse pas, donc a priori on reste avec ce mouvement d'inertie qui est orienté à la hausse. C'est ce que préconise en tout cas a priori l'analyse technique. C'est donc ce troisième scénario que je conserve, même si effectivement je suis bien obligé de reconnaître qu'il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas beaucoup d'intérêt et par conséquent il va falloir attendre de voir un petit peu de retour de l'appétit des acheteurs sur ce S&P pour effectivement anticiper une nouvelle jambe de hausse. En tout cas pour le moment on reste positionné à l'achat, on a une moyenne mobile à 50 périodes qui est venu soutenir dynamiquement le plus bas enregistré il y a 3 jours. Je vais zoomer un petit peu pour vous permettre de voir de quoi je parle. Donc voilà, il n'y a aucun mouvement pour le moment sur le S&P, mais on peut essayer
d'ouvrir un petit peu l'horizon de temps, de prendre un petit peu de recul et de se dire on est dans une tendance qui est haussière, qui est un petit peu lente, mais qui a priori ne donne pas, en tout cas qui n'a pas pour le moment donné de construction de retournement, donc on reste positionné dans le sens du mouvement. Et donc dans ce contexte lent, mais néanmoins haussier, j'ai choisi un Varan Call sur le S&P de code VX83B. Donc un Varan Call de code VX83B avec un prix d'exercice à 2500 points pour le S&P, d'échéance septembre 2017. Le delta est à 23 et son levier est à 35, donc toujours un produit avec un effet de levier élevé. N'oubliez pas que l'effet de levier fonctionne à la hausse comme à la baisse, donc ce qui en fait des produits risqués. Vous pouviez acheter ce produit à 14 centimes ce matin. On termine le bilan de la semaine donc avec cette forte baisse du dollar face à l'euro. Oui, j'ai parlé de volatilité sur le CAC. Eh bien, on a eu une très très forte volatilité aussi du côté des devises. Effectivement, l'euro a remonté face au dollar, donc le dollar a baissé face à l'euro. En 3 jours, on est passé de 1,1181 à 1,1440. C'est énorme comme variation et ça, c'est la conséquence directe des déclarations de Mario Draghi au Portugal. Et donc là, le marché, depuis quelques jours, depuis hier, a tendance à consolider un petit peu. La devise se stabilise. Mais tout de même, c'est un phénomène assez marquant, d'ailleurs, qui peut être une explication du mouvement sur les actions, puisque, en général, ça n'est pas très bon pour les valeurs européennes de voir l'euro remonter trop fortement et trop vite face au dollar. Alors ça, c'est pour l'aspect devise, mais il y a aussi eu un effet très fort sur le pétrole. On en a parlé lors des dernières semaines, le pétrole qui s'effondrait, qui était tombé assez nettement en dessous des 45 $. Là, il est revenu aussi très rapidement. Alors, c'est le mouvement de balancier assez classique entre le dollar et le pétrole. Et il est revenu tout près des 50 $. On est revenu dans la zone des 49 $. Et puis, on va continuer en parlant, en disant un mot de l'or. Eh bien, l'or, il ne fait pas grand-chose. Il est plutôt baissier. Depuis un mois, il a perdu 4%. D'habitude, lorsque le marché devient un petit peu plus nerveux, eh bien, l'or se réveille. Là, pour l'instant, ça n'est pas encore tellement le cas, mais ça va peut-être venir. Laurent, est-ce que ça va venir sur l'or ? Alors écoutez, est-ce que ça va venir ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'euro a été très fort ces dernières semaines. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a payé un produit sur l'euro-dollar. La semaine d'avant, on a payé un produit sur l'euro-yen. Ça a été des bons calls. Et je ne pense pas que cette semaine, ce soit encore judicieux, en tout cas à court terme, de payer l'euro. Comme le disait Rémi, il est suracheté. Et par conséquent, non pas qu'il y ait un retournement anticipé, loin de là, mais en tout cas, vous savez qu'il y a toujours des principes de retour à la moyenne qui font que lorsqu'un actif est très éloigné de ses moyennes mobiles, il va avoir tendance à se stabiliser, voire à faire une petite correction. Donc par ailleurs, on a un dollar index qui est très survendu. Le dollar index, c'est le dollar face à un panier de devises. Il est très survendu. Autrement dit, je m'attends maintenant plutôt à un petit retour, un petit rebond technique de la part du dollar américain. Et comme le disait encore une fois Rémi aujourd'hui, le gold, lui, est dans une phase qui est corrective baissière. On ne peut pas vraiment parler de tendance prononcée à moyen terme sur le gold. Vous allez le voir dans un instant à l'écran. Ceci dit, quand on regarde le chart depuis le début du mois de juin, on voit un actif qui se déprécie et qui pourrait donc par conséquent continuer de le faire. Alors, tactiquement, il va falloir être un petit peu fin sur le gold parce qu'on a beaucoup baissé hier, donc on peut attendre un petit peu avant de repasser vendeur. Vous voyez, j'ai tracé à l'écran une flèche coudée qui signifie que j'aimerais bien vendre le gold sur un repli, c'est-à-dire proche de cet ancien support qui devient potentiellement résistance. 1240 $ l'once est un prix qui me semble opportun pour repasser vendeur donc sur le métal jaune en visant donc les 1214 puis les 1200 $ l'once. Si on a effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, une tendance sur les equities qui repart à la hausse, on devrait avoir des investisseurs qui seront logiquement moins intéressés par les valeurs refuge et par conséquent par l'or. Merci Laurent. Donc un Varan Put de code SF28B, donc, contrairement au call, qui vous permet de profiter de la baisse de l'actif sous-jacent. Le prix d'exercice de ce put est à 1200 $, l'échéance toujours septembre avec un delta à 34 et un effet de levier à 18. Vous pouviez acheter ce put à 20 centimes ce matin.
On a fini avec le bilan de la semaine, on enchaîne vers la prochaine rubrique, ce sont les tops et les flops. Alors Rémi, quels ont été les meilleurs performeurs de cette semaine? Alors, un habitué des tops, hein, c'est Air France KLM, plus 12% encore sur la semaine. Depuis le début de l'année, c'est plus 140%. Ce matin, il y a encore eu une recommandation d'achat de HSBC pour la société. Il y en avait eu la semaine dernière de RBC. Tout le monde passe à l'achat sur le secteur aéronautique, le secteur des compagnies aériennes. Alors c'est quand même un petit peu étayé, hein. Il y a eu des bons chiffres de trafic, hein. Le trafic passager au mois de mai a augmenté de 6,1%, soutenu par l'activité de Transavia, mais quand même Air France s'envole, alors c'est facile. Mais alors jusqu'où peut-il s'envoler? Là, ça commence quand même peut-être à faire beaucoup. Une autre valeur qui a fortement remonté, alors elle c'est différent puisque c'était une valeur longtemps délaissée. La semaine dernière, il y a quand même eu une reprise de certaines valeurs cycliques, dont ArcelorMittal qui gagne 5,3%. Mais on le verra tout à l'heure dans le bilan du semestre, ça reste une des valeurs qui a le plus souffert depuis le début de l'année. Et puis enfin, je terminerai par une banque, Société Générale. Alors, j'aurais pu mettre BNP Paribas qui également a progressé. Eh bien, tout simplement, si on attend une remontée des taux, la fin ou le début de la fin du quantitative easing, ça entraînera une remontée des taux d'intérêt de la Banque centrale et donc une remontée, un facteur positif pour tout le secteur financier et en particulier pour les banques, puisque ça signifie des taux d'intérêt plus élevés, une pontification de la courbe des taux sans doute plus forte. Donc tout ça est favorable au secteur bancaire. Merci Rémi. Du côté donc des... Laurent veut nous parler d'ArcelorMittal, excusez-moi. Oui Mathieu, je vous parle d'ArcelorMittal car d'un point de vue technique, on est peut-être en présence d'un titre qui est en train de retourner une tendance baissière de court terme. Alors attention, hein, ce n'est pas encore fait, mais on voit bien que la pression vendeuse s'est arrêtée puisque ce qui est important, c'est de voir, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien examiner ce que je vous raconte. On voit très bien ici ce sommet qui est en cours de franchissement avec, vous le voyez, une dynamique qui s'est mise en place maintenant depuis quelques jours et qui est de nature impulsive. Alors sur Arcelor, si on a effectivement ce soir la validation de ce franchissement de résistance, ça veut dire qu'on a un petit potentiel haussier qui s'ouvre à nous pour les quelques jours à venir avec un retour possible vers la zone des 22,37 €. Attention, il faut absolument rester au-dessus de ce niveau à 19,25. Vous le voyez, lorsque la résistance à 20,45 a été touchée, elle a généré un repli qui s'est arrêté à 19,25 et le marché maintenant se remet à grimper. Autrement dit, si on garde cette dynamique haussière, il ne faut plus enfoncer le dernier creux. Donc stop relativement proche. On a une cible qui est relativement éloignée. Ça nous donne un ratio rendement-risque qui est acceptable et par conséquent une opportunité donc de rentrer sur ce titre, même si nous ne déclarons pas que Arcelor est déjà en train de se retourner. En tout cas, on voit que la pression vendeuse, elle, est en train de s'affaiblir sérieusement. Alors dans ce contexte donc de court terme et qui semble positif et favorable à la valeur, on a choisi un varant call de code VY67B. Donc ce varant call de code VY67B avec un prix d'exercice à 22 €, toujours d'échéance septembre avec un delta à 35,78, donc on s'approche des 36 et un effet de levier plus faible que sur les précédents produits puisqu'il est à 9. Vous pouviez acheter ce varant à 41 centimes prix unitaire ce matin. Donc cette fois-ci, Rémi, on y vient. Quels ont été ces titres qui ont, eux, le moins performé cette semaine? Alors, il y a eu plus de titres qui ont moins performé. Normalement, c'est normal puisque le marché était quand même nettement baissier, mais on l'a vu, il y avait quand même quelques tops à signaler. Du côté des flops, eh bien, le plus gros flop, c'est Technicolor, qui a perdu près de 15%, dont notamment une séance à près de 10% de recul vendredi. Là, c'est tout simplement un profit warning. La société a revu à la baisse ses prévisions de résultats opérationnels. On attendait une fourchette sur l'année de 460 à 520 millions. La société les a nettement abaissés. Maintenant, c'est une fourchette de 420 à 480 millions.
avec comme explication l'augmentation du prix des mémoires qu'utilise la société, donc une augmentation de ses coûts. Il faut voir que Technicolor, qui avait fait un brillant redressement il y a 2 ans à peu près, est quand même une valeur assez coutumière des profit warning. Donc on revient dans une période de profit warning. Il faut peut-être plutôt se méfier de Technicolor. Le deuxième flop, c'est Altran Technologies. Alors Altran Technologies a notamment souffert de la remise sur le marché de plus de 11% du capital par des actionnaires historiques, Apax Partners et Altamir. Alors, on peut interpréter ça éventuellement comme un mauvais signe. Quand des actionnaires importants vendent des titres, ça veut dire qu'ils supposent que l'action est désormais bien valorisée. Alors, il y a du pour et du contre. Ils étaient actionnaires depuis longtemps, ils profitent quand même de cours assez élevés, mais on estime que sur Altran Technologies, il y a sans doute encore un potentiel d'amélioration des marges qui est relativement attrayant. Mais il faut voir que le secteur des SS2I est un petit peu plus discuté maintenant sur le marché depuis 1 mois. Il avait bien profité de la première phase de hausse. Maintenant, ça devient un peu plus incertain. Troisième flop, STMicroelectronics, qui perd 6,3%. C'est la valeur française la plus affectée par les incertitudes du côté des grosses technologies américaines. On sait que STMicroelectronics a sans doute un contrat avec un fabricant américain de téléphones très connu qui devrait intervenir. Les incertitudes sur le futur téléphone de cette société dont on ne peut pas dire le nom chez STMicroelectronics, mais dont vous avez deviné le nom, eh bien, ça peut peser sur le titre, donc qui avait très très bien performé depuis 1 an, qui maintenant est un peu plus incertain là aussi. Merci Rémi, donc c'est la fin des tops et des flops. On enchaîne vers la prochaine rubrique, la rubrique Focus. Nous sommes déjà à la moitié de l'année et Rémi se propose donc de nous faire un bilan de ce premier semestre. Oui, alors le bilan du premier semestre, si on l'avait fait il y a 1 mois et demi, il serait excellent, magnifique. On aurait une progression quasiment de 12% sur le semestre, mais depuis, il y a eu 1 mois et demi. Et donc, on a perdu à peu près la moitié du gain. Alors, un bilan à 5,6%. Ça reste positif, ça reste, ne boudons pas notre plaisir. Il y avait quand même beaucoup d'incertitudes en début d'année. Alors, c'est justifié par des éléments favorables tout de même assez nombreux. Si on se replace quelques mois en arrière, les marchés avaient peur du populisme un peu partout en Europe. Il y a eu les élections françaises, bien sûr, mais avant, il y avait même eu les élections aux Pays-Bas qui avaient un petit peu rassuré de ce côté-là. On a l'impression que l'hypothèque populiste est tout de même levée en Europe. C'est un élément tout de même très, très rassurant pour les marchés. Deuxième point favorable, c'est la macroéconomie avec des indicateurs d'activité qui restent très très soutenus. On en a eu la preuve hier avec les publications des indices d'activité, les PMI en Europe et puis l'ISM aux États-Unis, qui sont à des plus hauts depuis 6 ans en Europe, aux États-Unis depuis 2 ans je crois. On est vraiment sur un rythme de croissance de l'activité assez soutenu, et même un peu mieux qu'assez soutenu, en Europe et aux États-Unis. Donc ça, c'est un point positif. Et tout ça entraîne aussi la perspective de révision à la hausse des bénéfices lors des publications qui ne vont plus tarder. Aux États-Unis, Laurent en a parlé, ce sera pour la fin de la semaine prochaine le début des publications de résultats américains. En Europe, il faudra attendre un tout petit peu plus, mais 1 ou 2 semaines de plus. Et on s'attend à ce que les sociétés aient tout de même un message assez positif. On a vu au moment des chiffres d'affaires du premier trimestre que ces chiffres d'affaires étaient en hausse assez forte. Et les sociétés ont tellement réduit leurs coûts que l'effet de levier d'une hausse du chiffre d'affaires devrait se ressentir assez nettement sur les résultats. Donc on est plutôt assez optimiste sur la perspective de révision à la hausse des bénéfices. Alors voilà pour les aspects favorables, mais toute pièce a son revers. Et son revers, ce sont quelques incertitudes tout de même. Les banques centrales qui n'étaient plus au centre de l'actualité depuis quelques mois, semestre, c'est un peu fort. Depuis quelques mois, reviennent un peu sur le devant de l'actualité, notamment la BCE, on en a parlé. Donc, il y a une incertitude. Il y a une incertitude aussi du côté des États-Unis, où entre ce que prévoit la Banque centrale et ce qu'attend le marché, il y a quand même une différence assez forte en nombre de hausses de taux attendues dans les 2 prochaines années.
Donc là, un élément d'incertitude. Et puis, il y a le pétrole. Quand le marché était à son plus haut, le pétrole était assez nettement au-dessus des $50 le baril. On était tout près de la zone des $55. Donc une zone de confort un petit peu pour tout le monde, pour les pays producteurs, pour les groupes pétroliers. Là, on est quand même revenu, la semaine dernière, on était à 45, donc une zone nettement plus incertaine. Et puis, troisième point, eh bien, l'euro, on l'a vu, remonte face au dollar. Et ça aussi, ça n'est pas très positif pour les sociétés européennes qui préfèrent avoir une situation inverse. Merci Rémi. Du côté donc, du top et des flops semestriels. Voilà, j'ai fait un petit top flop du semestre. Alors on sépare en deux, on sépare le CAC 40 d'un côté et le SRD. Sur le CAC 40, on voit très nettement, c'est la grande victoire du luxe avec Kering et LVMH. Le cas d'Atos aussi, qui est la deuxième plus forte hausse du CAC, est assez intéressant puisque c'est une SS2I. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, les SS2I ont très bien profité de la première phase de hausse. Maintenant, ça devient un petit peu plus difficile. Le marché commence à hésiter sur ces valeurs. On estime que s'il y a une croissance forte de l'activité, elle devrait quand même avoir de très très belles performances cette année. Puis du côté des flops, il y a Total. Vu que le pétrole a rebaissé, Total en a souffert. Il y a ArcelorMittal, on l'a vu tout à l'heure dans les tops de la semaine, mais sur le semestre, c'est un flop. Alors est-ce qu'il va y avoir une revanche de ces valeurs cycliques? On voit que dans les flops du SRD, il y a aussi Eramet. Et puis entre les deux, il y a Renault. Alors Renault, le secteur automobile est plutôt contrasté. Là, lui aussi, il s'est nettement retourné. Alors pour les constructeurs, il s'est plutôt retourné vers le mois de mars. Pour les équipementiers, il s'est retourné au mois de mai, comme l'ensemble du marché. Il y a des inquiétudes à la fois sur le marché automobile et puis sur le fait que les constructeurs sont confrontés à une problématique qui est celle du changement de consommation de l'automobile. Maintenant, les gens n'achètent plus de voitures, ils achètent plutôt un service d'utilisation de l'automobile. Et puis, il y a toute la mutation autour du véhicule autonome et du véhicule électrique, ce qui fait que les résultats des constructeurs sont très bons, mais le marché a des doutes sur l'avenir. Merci Rémi. Laurent a décidé de nous parler de Renault. Ce sera la dernière valeur étudiée. Effectivement, alors j'ai sélectionné Renault cette semaine. Non pas que le mouvement directionnel sur la valeur soit impressionnant, vous voyez à l'écran qu'on est globalement dans une tendance plate. Cela dit, à très court terme, c'est-à-dire depuis le mois de mai, on a assisté à une petite dépréciation des cours qui semble s'être stabilisée et maintenant on repart à la hausse. Alors techniquement, on voit plusieurs choses qui viennent valider potentiellement ce scénario de reprise. Premièrement, on voit donc cette petite résistance à 81,30 € qui est en phase de dépassement. Par ailleurs, j'ai tracé une oblique baissière en bleu qui, elle aussi, est en train d'être franchie. Par ailleurs, on a une moyenne mobile à 200 périodes qui vient jouer le rôle de soutien dynamique. Et puis, si on descend en bas du chart, on voit un MACD qui est en train de croiser à la hausse. Alors, ça ne nous dit pas que Renault va progresser de manière très vive maintenant vers de nouveaux sommets, mais en tout cas qu'on a un tarissement du momentum baissier et qu'on peut tout à fait assister pour les prochains jours, voire les prochaines semaines, une appréciation des cours vers le précédent sommet qui est situé, vous le voyez en zoomant, à 85,70 €. On est actuellement un petit peu au-dessus de 80 €. Ça fait un petit 3% de hausse sur la semaine. Oui, Rémi. Oui, c'est un sujet intéressant puisque c'est un sujet où l'analyse graphique qui est plutôt haussière et notre analyse fondamentale à investir, on est plutôt négatif sur le titre, est contradictoire. Et c'est intéressant puisque ça montre qu'il y a deux composantes qui se complètent et qu'on n'est pas forcément d'accord, même si il peut y avoir un rebond effectivement à court terme. Nous, on est plutôt prudent à investir sur le secteur des constructeurs automobiles en tout cas. Alors, juste pour rebondir sur ce propos, notez bien que la cible sur Renault, c'est l'intérieur du range. C'est-à-dire qu'on n'anticipe pas du tout une évolution vers 90 ou 100 €. On reste tranquille à l'intérieur d'un intervalle de prix qui a été travaillé depuis 6 mois et qui pourrait tout à fait être revisité tout en restant, vous le voyez, sous cette zone à 86 € puisqu'on vise 85,70 €. Donc, pas d'explosion haussière sur Renault, mais une continuation finalement de ce range, de cette oscillation finalement que vous voyez sur le titre, avec donc une petite appréciation, mais qui reste à l'intérieur d'un contexte
qui lui, techniquement, à moyen terme, reste tout à fait neutre. Merci Rémi, merci Laurent. Donc Laurent a choisi un bar en call de code RB78B avec un prix d'exercice à 85 € pour le titre Renault, donc qui permettrait de profiter d'une hausse du titre. Le delta du produit est à 38, l'effet de levier est à 11,44 et vous pouviez l'acheter à 53 centimes ce matin. On enchaîne avec la dernière rubrique de l'émission, la rubrique à ne pas manquer. Donc, Rémi, que devrons-nous ne pas manquer cette semaine? Alors du côté de la macroéconomie, aux États-Unis, tout d'abord préciser que le marché américain est fermé aujourd'hui, hein, c'est Independence Day. Sinon, dans les prochains jours, il y a les minutes de la réunion de la Fed du 13 et 14 juin. Donc, on en saura un petit peu plus sur la teneur des débats au sein de la Réserve fédérale américaine. On a le pendant des indices manufacturiers qui ont été publiés hier, avec les indices non manufacturiers de juin. Et puis le grand rendez-vous, c'est vendredi, avec les statistiques du marché du travail. Toujours hein, le premier vendredi du mois, on a les statistiques du mois précédent. Dans la zone euro, là aussi, on a les indices PMI Market du secteur non manufacturier. On a le commerce de détail de mai, et puis les minutes de la BCE, même si les minutes de la BCE sont un petit peu moins suivies que celles de la Fed. Il peut y avoir tout de même des sujets intéressants. Et puis pour finir, je crois que c'est vendredi et samedi, la réunion du G20 à Hambourg, donc la grande réunion des plus grands dirigeants mondiaux. Et côté entreprise? Alors, du côté entreprise, c'est vite fait. Hein. Les résultats américains, donc c'est plutôt pour la semaine prochaine, avec notamment le rendez-vous du 14 juillet, où les trois grandes banques américaines, notamment Citi, Wells Fargo et JP Morgan, je crois, publient leurs résultats trimestriels. Alors en France, on a quelques petites choses. On a des chiffres d'affaires semestriels pour Carrefour. Pour Sodexo, c'est un chiffre d'affaires à 9 mois. Et puis Alstom, il y a l'Assemblée générale. Mais c'est une semaine plutôt tranquille du côté des entreprises. Mais rassurez-vous, ça va changer à partir de la semaine prochaine. Merci Rémi. Je vais maintenant annoncer le nom du grand vainqueur donc du jeu que nous avons lancé la semaine dernière, donc le jeu de l'investisseur de la semaine. On vous a demandé de choisir un produit mardi dernier. Nous avons analysé leur performance cette semaine et le grand gagnant, c'est Hervé, qui habite à Lille, qui a choisi le Turbo Infini Best Call T704B sur le Brent. Donc, il a enregistré une performance positive de 72,10%, donc ce n'est pas rien. Laurent, la semaine dernière, avait recommandé plutôt un produit, le TJ24B, qui était un bar en call, si mes souvenirs sont bons. Jean-Paul l'a choisi pour le jeu, donc il est arrivé second avec une performance positive de 36%. Si vous aviez suivi la recommandation de Laurent et que vous aviez investi sur ce produit à 1,40 au moment où nous l'avions recommandé, la performance aurait été d'environ 43-44%. Laurent s'est proposé de faire une analyse du Brent sur la semaine passée. Pourquoi ce titre a été, ce sous-jacent a été un bon choix? Absolument. Alors très rapidement, déjà un très grand bravo à Hervé, parce que non seulement il a écouté ce qu'on a dit, mais en plus il a multiplié par 2 notre recommandation. C'est donc un trade magnifique. Hervé plus fort que Laurent. Absolument. À plate couture x2, je m'incline respectueusement Hervé. Bravo pour ce choix de ce turbo. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des turbos. 72%, c'est quand même une belle performance sur quelques jours. Alors effectivement, la semaine dernière, on avait dit que le Brent nous paraissait très largement survendu et que nous nous attendions à un rebond. Eh bien, le rebond a eu lieu. Attention maintenant parce que il est peut-être fini à très court terme. Regardez les différents swings qui précèdent. On a eu toujours des belles progressions et vous voyez celle-ci, si elle s'inscrit dans l'amplitude à l'image de ce qui s'est passé précédemment, ça veut dire qu'on va peut-être progresser encore un peu vers 50, peut-être 51, mais que le gros du mouvement est fait. Alors, vous le voyez, le Brent, il est toujours dans une tendance baissière lente. Un jour, ça s'arrêtera bien. On aura des nouveaux facteurs fondamentaux qui rentreront et qui nous feront penser donc qu'il y a un potentiel d'appréciation.
Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc pour tous ceux qui ont fait comme Hervé, bravo. Ceux qui ne l'ont pas fait, prudence. C'est peut-être un peu tard maintenant pour payer des produits associés au Brent. C'est d'ailleurs pour ça, cette semaine, que nous n'en avons pas parlé. Mais encore une fois, Hervé, félicitations. Félicitations Hervé, donc vous remportez le mug 100% marché. Nous vous l'enverrons aujourd'hui. Vous pouvez désormais donc, rejouer cette semaine. N'oubliez pas de bien saisir le code mnémonique ou le code ISIN du produit et non pas celui du sous-jacent. Sinon, votre participation ne peut pas être prise en compte. C'était l'avant-dernière émission de la saison, si je peux dire, avant la trêve estivale. Vous retrouverez la semaine prochaine Falco pour la dernière mardi 11 juillet. En attendant, on se retrouve avec Laurent jeudi pour un nouveau webinaire revue technique des marchés. La semaine passée, il nous a fait une introduction sur l'ADX. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay sur notre site. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci Rémi. Merci. Merci Laurent. Merci. Au revoir.